teste comme ça. Ah, c'est bon. L'univers symbolique des arts islamiques. Voilà, l'union du ciel et de la terre, la peinture de paysages en Chine et au Japon, l'art chrétien de l'image, la ressemblance de Dieu, la peinture persane ou la vision paradisiaque, miroir du Moyen Âge, initiation à la lecture des romans du Graal. Des romans du Graal, la musique chez Hildegard de Bingen, la sagesse du Decameron de Boccace. Ok, deuxième édition. Bon, là, on a déjà bien vu. Et Téhéran, là, j'ai un retour. Pour l'instant, ça n'a pas sauté. La caméra, ça, c'est bon. Mon retour, là, je vais enlever le son complet, là. Le son, de toute façon, ici, va pas sauter. Voilà. Ok. Notes liminaires. Ça veut dire les notes du commencement. Notes sur les transcriptions. Les transcriptions, c'est-à-dire comment on va donner avec un autre langage des symboles. À quelques exceptions près, on a renoncé à uniformiser les transcriptions des noms arabes, persans ou turcs, qui sont généralement repris tels quels des auteurs cités ou des travaux référencés dans les notes ou la bibliographie. On va comprendre ça. C'est ça, le temps, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on a compris. Tant qu'on n'a pas compris, on fait ça. Peut-être dans une heure, j'ai toujours pas compris. À quelques exceptions près, on a renoncé à uniformiser. On n'a pas voulu que tous les transcriptions des noms arabes, on n'a pas voulu que ça soit toujours les mêmes. On n'a pas voulu qu'elles soient la même chose. Qui sont généralement reprises, telles quelles des auteurs cités. Ou des drafos référencés dans les notes ou les bibliographies. Arabe ou turc, les noms arabes ou turcs. Ça, c'est un mot arabe. Là, ils ont mis les noms arabes. Il faut que je trouve un nom arabe. Ah, j'ai un nom turc. Gülru Nesipöglü. Il est typiquement en turc, hein, ce nom. Voilà. Alors, les noms arabes, je pense pas qu'ils sont en arabe. Hein. Ils ne sont pas écrits en arabe. Il faut que je trouve un nom arabe. Ibn Arabi, voilà, nom arabe. Il est écrit comme on l'écrit nous. Bon, enfin. Transcription. Illustration. Les photographies et les schémas de ce livre sont de l'auteur. Les plans de Bagdad, page 116. Reconstitution schématique de la ville circulaire de Bagdad. Palais et mosquée 1. Au centre, palais et mosquée. Quartier résidentiel 2. Résidentiel 3. Enceinte. Et 4. Les portes. 4 portes. C'est la reconstitution schématique de la ville circulaire de Bagdad. T'imagines? Gloire à Allah, Seigneur des mondes. Les plans de Bagdad, l'Isaf, du Taj Mahal ainsi que le dessin de la lettre Alif ont été reproduites grâce à l'aimable autorisation des éditions Rovzaneh à Téhéran, ainsi que le dessin de la lettre Alif, page 136, la première lettre de l'alphabet arabe. Ah, c'est petit. 1. Mesure des points. Vous voyez, on peut même voir comment les lettres arabes sont construites. C'est un certain nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Avec 8 points, je fais la lettre A arabe. On a déjà appris beaucoup avec ces illustrations. Le Shamsed, la page 75.
75, Shamseh, d'un manuscrit inconnu. Shamseh, à droite. C'est un manuscrit. C'est une histoire. À droite du Shamseh, d'un manuscrit inconnu. À droite, Shamseh, d'un manuscrit inconnu. Ah, c'est là-dedans qu'ils l'ont trouvé. Parce que là, je vois absolument aucune lettre. C'est juste un dessin. Ok. Les photographies de Jérusalem. Là, j'ai sauté parce que de toute façon, on va aller voir page 265. Photographie de Jérusalem. Voilà. Tombe du Rocher, Jérusalem. Bon. C'est courant. Dessin des pages 60 sont de Pascal Meyer. Pascal Meyer. La page 60. Pascal Meyer. Au 7e siècle, c'est-à-dire vers 1600, vers 650. 7e, l'islam, ah bah voilà, oui. L'islam, c'était 630, 634. Bon, déjà là, j'arrête, parce que je me rappelle plus. On dit 622. 16 juillet 622. L'importance de cet événement, le premier jour de l'année lunaire de l'Hégire correspondant au 16 juillet 622. Voilà. J'arriverai pas à me rappeler même 622, ouais, mais 16 juillet. Alors, l'islam a fondé en quelques décennies une civilisation qui s'est épanouie historiquement entre le sud de l'Espagne et l'Inde du Nord. Héritier d'influences gréco-romaines, byzantines, perses, centra-asiatiques et indiennes, c'est ça, là, et c'est là où déjà je commence à la troisième ligne à pas être d'accord. Parce que je vois que là, il y a une sorte de fanatisme là-dedans. Parce qu'ils ont parlé des héritiers d'influence. Héritiers, non. L'islam, ils sont héritiers des Arabes. Ils ne sont pas héritiers des Gréco-Romains. Ils ne sont pas byzantines, perses, centra-asiatiques, indiennes. Non. Ça sont. Alors, parce que eux, les monuments gréco-romains, eux, ils disent que c'est gréco-romain. Mais les monuments gréco-romains, c'est là où j'en arrive, ils sont arabes. Donc héritier d'influence arabe, voilà, c'est le premier mot qu'il fallait mettre ici. Byzantine, perse, après tu peux dire ça. Bon, là déjà je fracasse. Hein. J'ai les preuves de ce que je dis. Et sa littérature se sont manifestées dans des formes multiples, fondées, transformées et revivifiées au cours des siècles. Attention. Ses arts, sa musique, sa littérature se sont manifestés dans des formes multiples, fondées, transformées et revivifiées au cours des siècles, au gré des événements et des bouleversements politiques et sociaux. Ok, c'est bon. Là, je pense que tout est bon. Le monde musulman peut être divisé très schématiquement en plusieurs ères culturelles, aux caractéristiques plus ou moins typées et qui se sont influencées mutuellement. Le monde arabe, Arabie, Maghreb, Égypte, Proche-Orient, le monde persan, Iran, Asie centrale, Inde du Nord, le monde turc, Asie mineure, Asie centrale. Donc, le monde musulman peut être divisé très schématiquement
ont plusieurs aires culturelles aux caractéristiques plus ou moins typées et qui se sont influencés mutuellement. Le monde arabe, le monde perse, le monde turc. Ok. Diverses dans leur expression géographique et historique, les esthétiques musulmanes présentent néanmoins des traits régulier et homogène, une prédominance de la calligraphie, un décor mariant l'épigraphie, la géométrie et la stylisation végétale. On reproduit les plantes. Une architecture de cours intérieures et de jardin, une musique savante fondée sur un système modal ou encore une poésie se déployant en thèmes et métaphores sans cesse repris et réinvestis. Ok, tout est bon. C'est joli tout ça. On va aller, alors, diverses dans leur expression géographique et historique. Alors, il y a différentes expressions, c'est-à-dire que l'art arabe qui se sont influencés mutuellement dans leur expression géographique. Dans cet endroit, c'est telle chose qui est à la mode. Et historique, la mode, elle change avec le temps. Les esthétiques musulmanes présentent néanmoins des traits réguliers. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait des changements de mode, il y a quand même une ligne directrice qui reste, est homogène. Cette ligne, elle est ensemble. Une prédominance de la calligraphie. La calligraphie, c'est comme le tag, mais pour les, la calligraphie arabe. C'est comme un tag. On écrit des mots, puis on les écrit le plus joli qu'on peut. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la calligraphie. Un décor mariant l'épigraphie, ça c'est déjà plus compliqué. Moi-même, l'épigraphie, bon, je peux regarder ce que ça veut dire, mais ça m'intéresse pas trop. Sur le cours qu'on a là, épigraphie. L'épigraphie étudie les inscriptions gravées sur des matières dures. Bon, bien sûr, c'est intéressant, hein. J'ai jamais dit que ça allait être stupide. Mais voilà, c'est-à-dire que je peux pas m'intéresser à tout en même temps. L'épigraphie étudie les inscriptions gravées sur des matières dures ou réalisées en tesselles de mosaïque. Les matières dures en question sont la pierre, l'argile, le plâtre, le métal, le verre, les os, l'ivoire, le bois, mais pas le papier ou le papyrus. Pas de papier ou pas de papyrus. Épigraphie. Alors on avance bien. On va même dans des extra. Pour moi, ça c'est extra. La géométrie, ça c'est pas extra. On apprend ça à l'école. Et la stylisation végétale, facile à comprendre, bien sûr, on a l'habitude de voir des décorations de plantes avec des plantes, des fleurs, une architecture de cours intérieurs et de jardin, c'est-à-dire qu'on a développé une science des jardins et puis de l'intérieur des cours, une musique savante fondée sur un système modal. Ok, donc musique savante, ça veut dire elle est bien coordonnée, arrangée, hein, avec un système modal. Là, il n'y a pas de relation entre ce système de la musique modale et le système européen. Là, il manque une information. On a une musique savante fondée sur un système modal qui différerait de la musique. Bon, il n'y a pas de comparaison avec ce qu'ils font en Europe. Ou encore une poésie se déployant en thème et métaphore. Métaphore, c'est on utilise une histoire pour expliquer une phrase. On fait une métaphore. On explique une idée. Par exemple, on prend un thème à une histoire, et puis ensuite, dans cette histoire, quand on va la détailler, ce thème, il ressort. Dans deux, trois phrases, on pourra expliquer une reproduction sur un autre contexte, mais une reproduction la même idée. Métaphore. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que la signification selon le dictionnaire d'une métaphore exactement. C'est facile, hein.
Procédé de langage qui consiste dans une modification de sens par substitution analogique. Voilà, bon, mais eux, leur explication, elle est vraiment compliquée, hein. C'est pas du, c'est un peu la métaphore, c'est-à-dire qu'on va mettre une idée dans une phrase. Par exemple, un exemple de métaphore. Euh, un exemple de métaphore. Oh, ça y est, je me rappelle plus de ça. Je sais que dans la littérature, tu arrives facilement à trouver des métaphores. Par exemple, je peux écrire une histoire. Voilà, je peux écrire une histoire sur Hitler dans un livre sur les plantes, par exemple. Donc là, j'aurais fait des métaphores. J'aurais cherché qu'est-ce qui coïncide entre une plante et Hitler. Voilà, par exemple. Et puis là, ben, après, tu cherches des métaphores. Là, je vais dans les choses faciles, hein. Parce que dès que tu parles d'Hitler, ça devient facile. Voilà, métaphore. Sans cesse repris et réinvesti. Sans cesse repris et réinvesti. C'est toujours les mêmes métaphores. Bon, la poésie, ça c'est bien sûr, hein. Bon, on va pas faire ça maintenant. Volontiers considéré comme un art mineur au XIXe siècle, c'est-à-dire vers 1850, moi je mets au milieu du siècle, l'art islamique a acquis droit de cité au cours du XXe siècle. En 1900, ils ont dit droit de cité. Droit de cité où? En Europe. Donc là, on a vraiment l'Europe qui revient, mais là, il manquait, hein. Attention, ça c'était où qui manquait? La musique, ouais. Une musique savante fondée sur un système modal. Là, ils ont oublié de mettre l'Europe, mais là, ils n'ont pas oublié. Volontiers considéré comme un art mineur au XIXe siècle, l'art islamique a acquis droit de cité au XIXe. Les études d'histoire, ça c'est de l'histoire européenne ou de sociologie des cultures musulmanes selon la vision européenne, se sont multipliées depuis quelques décennies. Pourtant, la symbolique des arts, c'est pour ça que ce livre, je vous dis que c'est une basique, hein, parce que c'est pas fait par des musulmans. On essaye de comprendre comment celui qui n'est pas musulman, il va interpréter l'art islamique. C'est le premier pas, parce que comme c'est un Européen, bah, c'est facile de s'introduire par la porte de l'occidental. Donc lui, de sa vision occidentale, il n'est pas le seul, mais c'est un livre inconnu. Et j'ai des livres qui coûtent très cher. J'ai des livres qui valent 400 euros. Mais il faut savoir à qui les vendre. Ils sont multipliés depuis quelques décennies. Les études d'histoire à la carte. Pourtant, la symbolique des formes d'art développées en terre islamique constitue un domaine d'étude quelque peu négligé. Ah oui, bien sûr. Négligé, c'est pas ça. Oublié volontairement. C'est ça. Il a été négligé. Non, le resplendissement a eu lieu et ensuite on l'a étouffé sous de la poussière pour plus le voir. Après, il est ressorti. Bon, après que eux, ils ont tout copié. Alors que la signification philosophique et spirituelle des arts médiévales, byzantine, chinois ou indien, a fait l'objet de nombreux travaux, nombreux livres, donc il n'en est pas de même dans les études islamiques. De nombreux travaux. Il n'en est pas de même dans les études islamiques. Ok. Plusieurs raisons inhérentes aux cultures musulmanes peuvent l'expliquer. Ça, c'est toujours bon. Ça, je suis d'accord que ça, c'est leur vision européenne. Bien sûr qu'ils vont pas s'axer sur l'islam, mais eux, ils savent, certains d'entre eux, ils savent qu'est-ce qu'il y a en islam. Alors, ils cachent pour l'instant jusqu'à avoir acquis les connaissances. C'est en Europe. Plusieurs inhérentes aux cultures musulmanes peuvent l'expliquer, à l'exception notable de la musique et de la poésie. Alors eux, ils se sont intéressés, ça c'est vrai, ok, ils se sont, la musique, ok, on est toujours d'accord, à l'exception de la musique et de la poésie, ok, ça c'est ce que j'étais en train de dire qu'ils avaient surtout copié. La poésie, la musique, je savais pas.
puisque on va voir que normalement, toute l'Europe, la poésie européenne, elles viennent de chez les Arabes. Il n'existe pas de traité musulman sur les arts, comme il en existe par exemple pour la calligraphie et la peinture en Chine ancienne. Voilà, la calligraphie, c'est aussi dans la culture chinoise. La peinture en Chine ancienne. Nous ignorons également tout ou presque des motivations, des connaissances, des pensées ou même de la vie des artisans, architectes, calligraphes et peintres du monde musulman. Comment vivaient-ils? Nous ignorons également tout ou presque des motivations. Pourquoi tu fais ça? Des connaissances. Tu as été les chercher où? C'est quoi ces connaissances? Des pensées. Voilà, tu as été les chercher où ces idées? Donc là, il y a un maître qui va lui donner des pensées sur comment expliquer l'architecture. C'est le maître qui, ça c'est plus dans les mathématiques. Les connaissances, ça c'est des mathématiques. Je suis pas droit. Attends. Ouais, il faut que je suive. Ouais, je peux suivre là. Nickel, comme ça j'ai plus. Ok. Monde musulman, artisan, architecte, peintre du monde musulman. Nous ignorons également tout presque des connaissances, des pensées ou même de la vie. Voilà, ça c'est vraiment le plus simple si on veut. Ou même de la vie des artisans. En tout cas, je peux vous dire qu'ils allaient souvent à la prière. Architecte, pareil. Calligraphe, pareil. Et peintre du monde musulman, pareil. Mais là c'est plus peintre, ça commence à devenir dangereux. Les auteurs musulmans ont été discrets ou silencieux sur leur perception des œuvres et de la beauté. Euh, Discret, ouais, ben on en a parlé entre nous, discret, c'est-à-dire que les personnes qui s'intéressaient, elles ont su. On n'a pas fait de la publicité. Les auteurs musulmans ont été discrets ou silencieux sur les perceptions des œuvres et de la beauté. Ben, ça vient du cœur de chacun. Il est silencieux, il va pas faire du bruit sur le cœur de chaque personne. Les auteurs musulmans ont été discrets ou silencieux sur les perceptions des œuvres de la beauté. Chacun il va interpréter d'après son cercle les œuvres de la beauté. Ils sont silencieux, oui, c'est le cœur qui parle de chacun. On trouve bien chez les historiens, des poètes ou des voyageurs, des remarques plus ou moins développées sur tel édifice ou tel décor, mais elles se contentent le plus souvent de louer le travail, la brillance et la richesse des matériaux. C'est ce que disaient donc les médias, les voyageurs de l'époque. Nous ignorons également tout ou presque des motivations, des connaissances, des pensées ou même de la vie d'artisans, d'architectes, calligraphes et peintres du monde musulman. Les auteurs musulmans ont été discrets ou silencieux sur les perceptions des œuvres et de la beauté. Mais on trouve bien chez des historiens européens, des poètes européens ou des voyageurs européens, des remarques plus ou moins développées sur tel édifice ou tel décor. Comment tel édifice il a été construit ou tel décor pour accueillir les gens. Mais elles se contentent le plus souvent de louer le travail. Le travail est merveilleux, le loue, la brillance, il est splendide ce travail et la richesse des matériaux. Il y avait tel matériel, il y avait bien sûr de l'or. Pour épater un Européen, il fallait tout de suite, il fallait bien sûr, il fallait. Bon, moi, il n'a pas mis or, mais on va bien en parler un moment. Bien sûr, l'or, c'est très important, ça fait très beau développé sur tel édifice ou tel décor, mais elle se contente le plus souvent de louer le travail, la brillance et la richesse des matériaux. Mais là, c'est pas la richesse des matériaux dans le sens de l'or, il y en a plein, il y en a une quantité, c'est une richesse de matériaux. Il y a du bois, il y a de l'argile, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de la, ouais, de la terre, de la poterie, du tissu. Dans un style et avec des formules que des historiens qualifient volontiers de convenues ou d'artificielles. Waouh, la phrase là, elle est dure. La brillance et la richesse des matériaux dans un style et avec des formules que les historiens qualifient volontiers de convenues ou d'artificielles. Un style avec des formules
que des historiens qualifient volontiers de convenu. C'est convenu ou d'artificiel. On a décidé, nous, que ça allait être comme ça. Ou ça, bon. On n'a pas vraiment le choix. Il n'y a pas 15 millions d'explications pour un symbolisme ou d'artificiel. On creuse trop loin. À la différence du monde chrétien, alors là, ils sont en train de nous dire le monde chrétien, il aurait pas eu ces convenus ou ces artificiels, ah bon, à la différence du monde chrétien, où il est relativement aisé de relier les œuvres architecturales et figuratives au symbolisme religieux et aux conceptions théologiennes. Figuration, figure, une statue, ou au symbolisme religieux et aux conceptions théologiques. Donc on va donner à un certain symbolisme un personnage. Alors bien entendu que là, ça devient beaucoup plus facile. Il est relativement aisé de relier des œuvres architecturales et figuratives au symbolisme religieux et aux conceptions théologiques. Il n'existe pas dans le monde musulman de connexion claire entre l'art et la religion. Il n'y a pas de lien entre l'art et la religion. C'est-à-dire que là, on ne peut absolument pas être d'accord avec ça, puisque c'est la religion qui s'est transformée en art. Alors eux, ils sont en train de nous dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion. Tu comprends? Parce que lui, il vit dans son monde, il a écrit son livre vite. Conception théologique n'existe pas dans le monde musulman de connexion claire entre l'art et la religion, et contrairement également au Moyen Âge, où le clergé a pu fixer des canons symboliques et esthétiques directeurs de l'art sacré. Donc on a des gens là au clergé, c'est eux qui ont décidé des canons symboliques et esthétiques directeurs de l'art sacré. Les savants musulmans n'ont pas légiféré, ils n'ont pas fait des lois sur les formes d'art, hormis les interventions ponctuelles, attestées en de rares occasions par les documents. Voilà, c'est bon là. Ok. Celle-là, là, il faut que je suis obligé de mettre ma main, c'est un peu... Bon, allez. L'intervention... alors, il y aurait un certain endroit, les savants musulmans n'ont pas légiféré sur les formes d'art. On n'a pas fait une sorte de loi, hormis des interventions ponctuelles, attestées en de rares occasions par des documents. Alors, on a quand même canalisé l'art, mais d'une grande largeur. La difficulté d'une interprétation de l'art islamique tient également à l'une de ses caractéristiques, laquelle? Art du décor, comme on l'écrit volontiers. L'art islamique offre au regard des formes que l'on dit abstraites. Oui. Or, si l'on peut aisément interpréter une scène figurative avec un personnage, quel sens donner à un décor d'étoiles ou d'arabesques florales dont la signification semble se réduire à sa seule fonction ornementale? Oui, ça, ok, ouais, parce que c'est joli. Donc on a mis ces fleurs-là pour orner. Alors sa seule fonction est ornementale et on essaye de faire une jolie étoile, un joli décor d'étoiles, d'arabesques florales. Alors dont la signification semble se réduire à la beauté, à sa seule fonction ornementale. Sa fonction c'est ornementale, bon, on va la faire la plus belle possible. Alors que l'Europe post-médiévale, après le Moyen Âge, a peu à peu imposé une vision unitaire de l'art. C'est dans toute l'Europe qu'on a la même vision. Une œuvre créée par un artiste. C'est ça l'art après le Moyen Âge,
en Europe, c'est une vision unitaire de l'art. C'est comme à l'université, on va vous imposer, quand vous commencez à étudier l'art européen, une œuvre créée par un artiste. Alors ça, c'est un artiste, il a créé une art, alors c'est de l'art. Et l'artiste, lui, il a sa vision européenne, qui a été vision unitaire de l'art. C'est l'artiste qui l'a. Et puis il te crée l'œuvre avec ça. Les créations du monde musulman sont la plupart du temps des œuvres collectives et anonymes. Des œuvres ensemble et anonymes. Les gens, il n'a pas à être connu pour la décoration qu'il a faite. Copier cette décoration, ça le rendra très heureux. Les mosquées sont souvent le fruit de multiples campagnes de construction, restauration et décoration au cours des siècles, menées par des associations d'artisans au sein desquels la transmission des techniques et des décors prime l'inventivité individuelle et l'expression personnelle. Ce qu'on veut, c'est que tu nous reproduises la beauté du passé. C'est ce qu'on veut. Maintenant, dans cette beauté du passé, tu pourras y ajouter ta touche artiste nouveau. Mais d'abord, on va bien fortifier la transmission des techniques et des décors avant l'inventivité individuelle. Tu vas inventer plus tard. Déjà, on a du travail là. Tout est déjà, depuis longtemps, a été étudié. On a posé ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça a été testé et retesté. Alors on y va. Maintenant, si tu as quelque chose de mieux à dire, on t'écoutera. C'est ça qui est dit ici. Sont souvent le fruit de multiples campagnes de collectives et anonymes. Non, des campagnes de construction. On construit une nouvelle mosquée, restauration, on remet à neuf, et décoration au cours des siècles. Décoration au cours des siècles. C'est-à-dire que y a des décorations qui ont été soit rajoutées ou bien remplacées, et remplacées avec des décorations modernes, un peu plus modernes, enfin dans la nouvelle ère. Mais bon, avec toujours un noyau central identique. On a vu ça avant, mené par des associations d'artisans au sein desquelles la transmission des décors prime l'inventivité individuelle et l'expression personnelle. Ok, cool. Pour les historiens comme Oleg Grabar ou Doris Perems Abou Zeif, le caractère ornemental de l'art islamique et l'indifférence des savants musulmans pour les théories artistiques. Je ne suis pas du tout d'accord. Là, alors eux, ce qu'ils appellent là savants musulmans, c'est pas des soufis, mais un soufi c'est un savant musulman. L'indifférence des savants musulmans, là il manque un mot, les savants musulmans de la jurisprudence. Ça, il manque un mot ici. Et l'indifférence des savants musulmans de la jurisprudence pour les théories artistiques tendent à démontrer le caractère généralement profane, n'importe quoi, art religieux et non symbolique des arts de l'islam. N'importe quoi. Signal d'alarme, n'importe quoi. Ouf, là c'est violent. Ben dis donc. C'est violent, c'est n'importe quoi. On en est là, je vais voir maintenant. 1h05. Ok. Je suis obligé de m'arrêter parce qu'il faut que je revienne après là-dessus. Ok. Mais cette fois on fait vite quoi. Je pense que là, 5 minutes, ça doit être bon. 5 minutes. Je suis obligé de me reposer la tête. C'est trop violent. 5 pages, il me reste. Pour les historiens comme Oleg Grabar ou Boris Berzen Abouzeïf, le caractère ornemental de l'islam est indifférence. On a déjà vu ça, ok. L'art, en effet, a été conçu par des mécènes, des gens qui auraient donné, des administrateurs,
Donc des gens qui dirigent les travaux publics dans un sens, hein, et des artisans, non par des théoriciens. Non, les artisans sont des théoriciens. Et il était basé sur l'adresse et l'apprentissage plutôt que sur le génie de l'inspiration. Ah bah alors ça c'est vous qui dites que le génie de l'inspiration c'est vous. Parce qu'il y a déjà eu du génie qui est sorti. Alors toi tu te prends vraiment pour un génie. Ah, encore une erreur. Là en effet a été conçu par des mécènes, des gens qui donnent de l'argent. Bon, on est d'accord avec ça. Des administrateurs. Bien sûr, on va vous dire qu'ils ont aidé, et des artisans. Ah, oh bien, alors là, quand même, ils arrivent en troisième lieu. L'artisan, il arrive en troisième lieu, non par des théoriciens. Le artisan est un théoricien. Et il était basé sur l'adresse et l'apprentissage. Il faut les avoir, hein, plutôt que sur le génie de l'inspiration. L'inspiration, il a déjà eu dans le passé. Les arts des Arabes, écrit-elle, ne sont pas métaphoriques et ne doivent pas être compris comme des révélations d'une sagesse universelle. Ils ne tendaient pas à signifier autre chose qu'eux-mêmes. Mais la sagesse universelle est déjà contenue dans eux. Les arts des Arabes décrits-elles ne sont pas métaphoriques. Ok, c'est une métaphore qui dépasse votre compréhension. Quand on va décrire le système solaire ou des choses comme ça, elles vont encore plus loin. Ça, bon, ou jusqu'où ça va jusqu'à dans le cœur, métaphorique. Les arts ne sont pas métaphoriques. Ça touche le cœur, il n'y a plus euh, de bruit. Et ne doivent pas être compris comme des révélations d'une sagesse universelle. Non, faux, faux. Ils ne tendaient pas à signifier autre chose qu'eux-mêmes. Non, non, la sagesse universelle, c'est la sagesse de Dieu. Tu es en train de me dire qu'ils ne sont pas dans les arts arabes. Tu te rends compte? C'est quoi? C'est qui lit ça réellement? C'est qui? Dans un livre très connu. Vous voyez le problème? C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Parce que là-dedans, tu peux dire c'est faux. Mais après, quand tu vas trouver les vrais livres, là, tu peux plus dire c'est faux. Parce que ça te cloue le bec. C'est le contexte de l'utilisateur confère une signification morale à l'œuvre d'art. Là, je vais relire. Donc, il ne tendait pas à signifier autre chose que même. On n'était pas d'accord. C'est le contexte et l'utilisateur qui confère une signification morale à l'œuvre. Le contexte et l'utilisateur qui confère une signification morale à l'œuvre. L'utilisateur de l'œuvre. Ouais. Mais elle est quand même, elle a été inscrite par celui qui l'a construit. Ensuite, l'utilisateur, il va reprendre le travail avancé et puis il va continuer avec son imagination à lui. Il va pouvoir redonner une autre signification, mais c'est toujours cette signification, de toute façon, elle aura un lien avec la religion qui est la même entre lui et l'utilisateur et le concepteur. Le monde musulman note-t-elle également à ignorer les théories générales de l'esthétique, c'est-à-dire les théories générales de l'esthétique, on va parler des théories de eux, hein, mais qui découlent de toute façon des Arabes, à ignorer les théories générales de l'esthétique, je ne sais pas quel calcul ils ont sorti là, et si des traités sur la musique et la poésie ont été écrits. À ignorer les théories générales de l'esthétique. Et si des traités sur la musique et la poésie ont été écrits, les savants ont été peu intéressés par les arts visuels. 3. Ils n'ont pas été intéressés par les arts visuels. Trop très bizarre. Allegraba remarque quant à lui que l'absence de documents historiques, c'est tout dans le cœur. On le retransmet. Là, tu nous parles de documents historiques relatifs à la perception des œuvres. C'est tout dans le cœur, interdit plus ou moins de déduire une signification philosophique générale des formes esthétiques musulmanes. Philosophique. Là, on est dans la philosophie. Là, on est dans le matériel. L'hypothèse d'une explication intellectuelle ou sociale pour une œuvre d'art semble bien ambitieuse lorsque l'on ignore la nature du contrôle exercé par la société ou la culture sur sa réalisation. Ouais, là on est. La religion, là il a loupé encore la religion. Il a mis culture au lieu de cultuel. Lorsque l'on ignore, eux, ils ignorent
la nature du contrôle exercé par la société qui va influencer comme ça, du contrôle, la société. C'est toujours religieux cette société. Donc le contrôle, c'est des gens de haut niveau dans la religion. Lorsque l'on ignore la nature du contrôle exercé par la société, non, par les religieux, ou la culture sur sa réalisation, le cultuel sur sa réalisation. Voilà. Si j'ai tort qu'on me le dise. Hein. Tout ce que je dis là, il est correct. D'autres auteurs, parfois à rebours de ces thèses, ont en revanche mis en évidence les ressorts symboliques complexes de certaines manifestations artistiques, littéraires ou musicales, en particulier du monde musulman oriental. Et le passage à l'Orient, là, il a commencé à comprendre. Ah, là, il faut que je relise. D'autres auteurs, parfois à rebours de ces thèses, donc ces thèses qui dit que c'est l'hypothèse d'une explication intellectuelle sociale sur l'art semble ambitieuse. Lui, il dit qu'on va pouvoir, en revanche, mettre en évidence des ressorts symboliques complexes. Eux, ils disent qu'on va pas arriver, si t'as pas la religion avec, tu vas pas arriver à sortir les explications du symbolisme. Mais lui, il y en a d'autres qui disent oui, on va trouver des explications complexes de certaines manifestations artistiques. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu as l'impression que c'est littéraire ou musical, en particulier du monde musulman oriental. John Christophe Burgel, auteur d'études sur la culture persane, on n'est plus arabe, on est persane. Anne-Marie Schmidl, qui a consacré de nombreux travaux au soufisme et à ses poètes. Ok. Alors, on est toujours bon. Voilà, il faut pas trop réfléchir parce que là, je me prends aussi des fois des claques. Alors, je passe vite, je dis pas. Bon. Jean During, ethnomusicologue spécialisé dans les traditions iraniennes et centra-asiatiques. Assadullah Mouren Meliken Shirvani, auteur de nombreuses études sur la symbolique des arts iraniens. Henri Stirling, historien de l'architecture. Samer Akash, qui s'est intéressé aux relations entre l'architecture et les cosmologies et métaphysique islamique, et Shuler Kamen, auteur d'interprétations controversées des tapis orientaux. Bon, il a un livre controversé, ils l'ont mis à la fin. C'est un ensemble d'occidentaux qui sont intéressés, ils arrivent à pouvoir parler de ce symbolique parce qu'il y a des répercussions, des influences perses. Ok. Anne-Marie Schmid-Melkasser crée de nombreux travaux au soufisme, ok, et à ses poètes. Ok. Jean During, ethnomusical. Donc eux, après, avec leurs connaissances, ils vont sortir des thèses. Ce sont des Européens qui sortent les thèses. Qui a consacré de nombreux. Ok. C'est bien ce qu'on lit depuis le début. Hein. Dans les années 70, plusieurs travaux menés parfois hors des cercles universitaires. On n'est plus à l'université, mais on est quand même en train de parler de travaux. Donc même quand on n'est pas dans l'université, on va parler de ces travaux. On tente, ça c'est toujours en Europe, on tente de donner une interprétation philosophique générale de l'art islamique en se basant sur des idées soufis et universalistes. Ok, ça c'est bon. Titus Burckhardt, le Suisse, est philosophe et arabisant. Seyed Nossem Nasr, professeur d'études islamiques en Iran. Titus Burckhardt, philosophe, soufi et arabisant. Ok. Seyed Nasr Nafar, professeur d'études islamiques en Iran et aux États-Unis, ont défendu une interprétation métaphysique et mystique de l'art islamique
en ne tenant souvent guère compte des problèmes historiques et des questions sociologiques. Bah, ils avaient raison. Ça, alors c'était qui ont défendu, un professeur islamique en Iran, ont défendu, ah bah voilà, le Suisse, bien sûr, ont défendu l'interprétation métaphysique et mystique de l'art islamique en ne tenant souvent guère compte des problèmes historiques et questions sociologiques qui n'ont pas leur importance là-dedans. L'histoire, ça n'a pas d'importance dans l'évolution de l'art. À la suite, Nader Ardalan et Lalem Bakhtiar ont voulu éclairer les formes de l'architecture persane à la lumière de la symbolique soufie. Ah, là, ça sonne bien. Alors que les travaux de Issam El Saïd et Assa Parman et de Kees Critchlow ont tenté de prêter au décor géométrique de l'islam des significations métaphysiques et cosmologiques. Ça, c'est juste aussi. Alors, il est où le problème? À la suite, Naderland, ok, ont voulu éclairer les formes de l'architecture persane à la lumière de la symbolique soufie, bien sûr, alors que les travaux, eux, ont tenté de prêter au décor géométrique de l'islam des significations métaphysiques et cosmologiques. Ouais, mais là c'est la même chose. Cosmologique, c'est de toute façon dans la lumière de la symbolique soufie. Métaphysique, ça y est aussi. Ils sont en train de redire la même chose. Eux, ils sont partis dans deux voies, mais ils cherchent à trouver des différences là où il n'y en a pas. C'est ça qui est un peu... Bon. Minoritaire, mais néanmoins influent dans certains milieux universitaires anglo-saxons, ce courant d'interprétation a eu le mérite de mettre l'accent sur la valeur symbolique des arts, longtemps ignorée ou dévaluée par les études universitaires, de mettre en parallèle et de façon souvent pertinente des constantes esthétiques des arts du monde musulman et certains paradigmes intellectuels, religieux et culturels. Il a également... Bon, là, pour l'instant, moi, je suis d'accord avec tout, là. Là, tout d'un coup, il y a un souffle de liberté. Il a également rappelé que la culture musulmane n'est pas une civilisation morte et que les arts ne se sont développés au sein d'une spiritualité vivante diversement modelée par la jurisprudence, la théologie, la philosophie et la mystique. Donc, bon, toutefois, il a été contesté pour projeter une interprétation philosophique moderne sur des décors ou des architectures anciens. Toutefois, il a été contesté pour projeter une interprétation philosophique moderne sur des décors ou des architectures anciens, ça c'est bon comme critique, et pour faire de l'art islamique le reflet unitaire d'une conception globale et pérenne. Ok. Et comme l'écrit en substance Yasser Tabat, en parlant plus spécialement de l'évolution de l'art musulman oriental au XVIIe et XVIIIe siècle. Or, comme l'écrit en substance, ok, Yasser Tabat, en parlant plus spécialement de l'évolution de l'art musulmane orientale, ok, il n'est guère plausible d'expliquer les formes calligraphiques et architecturales comme des émanations directes d'un dogme ou d'un système de représentation centrale embrassant tout. Il y a un point central. Il y aura de toute façon un lien. Alors là, on dirait que je ne suis pas d'accord. Il n'est guère plausible d'expliquer les formes calligraphiques et architecturales, les différentes formes calligraphiques et architecturales comme des émanations directes d'un dogme, le dogme religieux, ou d'un système de représentation centrale embrassant tout. Là, ils sont en train de nous parler du point de convergence. Ils sont en train de nous parler du point central ou d'un système de représentation centrale embrassant tout. Mais bien sûr que c'est la base de ce point central. Dans l'art islamique, ça va être la base. Il y a pas, il dit, lui, là, qu'il n'y a pas d'un système de représentation centrale embrassant tout. Oh, bien sûr que ça existe. L'unité.
Tout converge. C'est comme un cœur qui bat. C'est ce qui projette toute notre monde. Puis lui, il est en train de dire que ça n'existe pas. C'est la base du soufisme. Ah, tout ce qui nous entoure est l'émanation d'un point. Donc il n'est guère possible d'expliquer les formes calligraphiques. Elles sont émanantes de ce point architectural pareil, comme des émanations directes d'un dogme. Le dogme, c'est ce qui nous amène, moi ça c'est le dogme religieux, nous amène d'un système de représentation embrassant tout. Ça nous amène au point, on va appeler ça le point initial. Ça clignote et ça nous crée notre monde. Ça s'ouvre, ça se ferme très vite, et bien ça, en même temps, ça projette. C'est seulement, c'est comme une sorte, c'est seulement de la lumière, le matériel. Il est projeté, nous, tu le vois dur, mais ouais, il n'est pas, c'est pas réellement. Dans l'absolu, c'est pas dur. Dans l'absolu, c'est toi qui le conçois. Ce courant de pensée, appelé parfois pérennaliste ou traditionnaliste, ce courant de pensée, c'est quel courant? Celui qui a écrit, là, que je n'étais pas d'accord, a été critiqué, comme moi, pour donner une importance exagérée au soufisme dans la création. Le soufisme dans la création a aussi été critiqué pour donner une importance exagérée au soufisme dans la création. Mais l'un descend de l'autre. L'interprétation, le vécu des arts. L'importance exagérée au soufisme dans la création, l'interprétation ou le vécu des arts. L'interprétation, c'est de toute façon une interprétation personnelle. L'art, le symbolisme, comment on le réalise. L'artisan qui a réalisé, il l'a fait le mieux possible. Ensuite, l'interprétation. Mais lui, cet artisan, comme on a vu, qu'il critiquait, et justement, je suis d'accord, qu'il n'a pas à mettre son idée personnelle là-dedans. L'idée personnelle, elle arrive dans l'interprétation. Lui, il a donné un sens général, mais il peut rajouter des variantes. De toute façon, chacun est libre. Si il sent que lui, il a une capacité à faire évoluer le symbolisme, la décoration, l'architecture islamique, il peut mettre ce qu'il veut. Mais on n'a pas envie qu'il mette de la merde. Donc, mais de toute façon, sa merde, ça prendra pas. La mayonnaise, elle va pas prendre. Ou le vécu des arts. Donner une importance dans la création ou le vécu des arts. Le vécu des arts. Des arts qui vivent et qui auraient une signification qui évolue. Ouais. Le vécu des arts. Donc eux, ils auraient donné une grande importance au vécu des arts. La création exagérée sur ça, on n'est pas d'accord. Ou le vécu des arts. Bon. Je sais pas quoi dire là-dessus. Par ailleurs, des auteurs comme Titus Burckhardt ont tendu à réduire l'art islamique. Attention, il est fort, hein. Alors là, ils sont en train de le critiquer. Attention, là, ils vont sur un terrain très très glissant. Cet homme qui n'est pas musulman ont tendu à réduire l'art islamique à une vision arabo-centrique et maghrébine, en ignorant volontiers les spécificités des autres cultures musulmanes, et notamment des mondes turcs et persans. Ils sont très forts dans le soufisme, les Turcs. Encore là, c'est un peu trop bizarre. Il faut que j'aille aux toilettes. C'est obligé. 5. 1 heure. 1 heure et demie pour 5 pages. 1, 2, 3, 20 minutes. Ok, 20 minutes par page. Tendu à réduire en ignorant volontiers les spécifications des autres cultures musulmanes, et notamment des mondes turcs et persans. Donc, selon eux,
Titus Burghardt, il a ignoré, ça, bon, je pense que Turcs et Persanes qui ont découlé, de toute façon il y a du soufisme très important ici, mais qui a eu à avoir une origine. Et comme elle a percuté après ces mondes-là, il s'en est pas intéressé, ils sont venus après. La présente étude s'inscrit dans le sillage des travaux consacrés aux symboliques des cultures musulmanes. Alors l'étude, ça c'est une étude. Là maintenant on oublie un peu ce qu'on a vu, on va redevenir amis avec lui. Avec cette présente étude, ce livre, s'inscrit dans le sillage des travaux consacrés aux symboliques des cultures musulmanes, bien qu'elle tente une synthèse quelque peu nouvelle. Oh, quelque peu nouvelle, ça me fait un peu peur. Mais allons-y. On va espérer que c'est une passerelle entre l'Orient et l'Occident. Donc une synthèse quelque peu nouvelle, ok. Son ambition, que j'espère mesurée et pertinente, est d'envisager les arts islamiques dans le miroir herméneutique de l'islam. Herméneutique, on va, ça c'est des connaissances anciennes. D'envisager les arts islamiques dans le miroir herméneutique de l'islam. Ok. Et son ambition, j'espère, mesurée et pertinente est d'envisager, ok, on est d'accord, en essayant de croiser et de conjuguer des approches et des thématiques. En essayant de croiser, pour essayer de voir si ça se goupille correctement, et de conjuguer des approches différentes qu'on va faire travailler ensemble, et des thématiques et des thèmes. Ok, donc là, ça a l'air tout a l'air bon, hein. Afin de repenser globalement la question des sens possibles des arts. Ok, on essaie de réfléchir un peu à une nouvelle façon islamique. Ok, la démarche mise en œuvre ici désire réunir dans la perspective de ce que l'on pourrait appeler un peu schématiquement l'univers ou la dynamique symbolique de l'islam, un panorama aussi vaste que possible de certaines productions et esthétiques, notamment architecturales et décoratives. En d'autres termes, il s'agit de relier certains arts islamiques au tissu de conceptions philosophiques, spirituelles et culturelles de l'islam, tout en différenciant cette vision grâce à une analyse de tendances esthétiques et de création symbolique spécifiques. En d'autres termes, il s'agit de relier certains arts islamiques au tissu de conceptions philosophiques, spirituelles et culturelles de l'islam et cultuelles, encore spirituelle on va pouvoir dire, ok, de l'islam, tout en différenciant cette vision grâce à une analyse de tendances esthétiques. On va différencier cette vision et de création symbolique spécifique, tout en différenciant cette vision grâce à une analyse de tendances esthétiques, un ensemble d'esthétiques qui sont les mêmes. On a envie, on fait à peu près la même chose. Et différenciant, donc c'est à peu près la même chose, on va faire des nouveaux groupes et de création symbolique spécifique, des nouveaux symboles, pour des conditions nouvelles. Okay. Dans le cadre d'une introduction, il n'est pas possible de développer les questions nombreuses que posent les arts de l'islam et leur approche interprétative. Dans le cadre d'une introduction, c'est quelques pages, il n'est pas possible de développer les questions nombreuses que posent les arts de l'islam et leur approche interprétative. Ok, alors là on est d'accord. Hein. Elle pourrait faire l'objet d'un livre entier, ou beaucoup plus, et j'espère pouvoir. Ça n'a même vraiment pas de fin, puisque c'est le cœur pour aller jusqu'au centre du cœur, je vais pouvoir écrire beaucoup. Hein. Elle pourrait faire l'objet d'un livre entier et j'espère pouvoir y revenir plus complètement à l'avenir. Il n'y a pas assez de connaissances en développant, en affinant, en rectifiant ce qui demeure ici à l'état d'esquisse ou de suggestion, très bien dit. Là, il ne s'avance plus, et il reste humble. Ce livre n'est donc aussi qu'une simple halte pour une réflexion,
En cours, très bien. On se bornera à mentionner quelques idées cardinales centrales d'une étude qui, à l'avenir, devra être complétée et prolongée dans le cadre de monographies ou de travaux généraux, par une mise en perspective historique plus précise et par une réflexion méthodologique plus développée. Là, tu vas trop dans le calcul. On se bornera à mentionner quelques idées cardinales d'une étude qui, à l'avenir, devra être complétée et prolongée dans le cadre de monographies ou de travaux généraux par une mise en perspective historique. Commence à avoir trop de paperasse historique plus précise. Bon, ça ne va pas jouer vraiment. Et par une réflexion méthodologique plus développée. Donc lui, il veut remettre beaucoup de calculs et puis d'idées qui n'ont pas leur place dans l'art islamique, je le confirme. Donc lui, ce qu'il veut faire là, c'est comme une innovation totale. Il va dans son délire à lui, quoi. Ma thèse, ah voilà, sa thèse, est que l'art islamique constitue dans nombre de ces manifestations un monde de symboles aux significations objectives, mais interprétables à différents niveaux et selon différentes voies, selon les milieux sociaux et spirituels, au contraire d'une relativisme pour lequel le sens de l'art n'appartient qu'à des subjectivités individuelles ou des collectives, variables au cours de l'histoire. Donc nous, ce variable au cours de l'histoire, on n'est pas d'accord. Lui, au contraire d'une relativisme pour lequel le sens de l'art n'appartient qu'à des subjectivités variables au cours de l'histoire. Voilà, il n'est pas d'accord avec ça. Je pense que nombre de formes artistiques employées dans les cultures islamiques possèdent relativement à telle sphère ou tel rayon d'interprétation des significations plus ou moins intrinsèques mais complexes. Ok, certaines formes d'art, puisqu'il y a de toute façon un point central, des significations plus ou moins intrinsèques mais complexes, intrinsèques qui découlent d'une de l'autre, ouais, plus ou moins intrinsèques de l'intérieur, telle sphère ou tel rayon d'interprétation, des significations plus ou moins intrinsèques, définition exacte, intrinsèque. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Intrinsèque. Intrinsèque. Sec, qui est intérieur et propre à ce dont il s'agit, qui est intérieur, à l'intérieur et propre à ce qu'il s'agit. La valeur intrinsèque d'une monnaie, qu'elle tient de sa nature et non d'une convention. La valeur intrinsèque de monnaie, ça va être qu'avec de l'or. C'est sa valeur intrinsèque à elle de l'intérieur. Je dis. Bon, je l'avais, mais donné un exemple. Intrinsèque de l'intérieur, ouais. Il est où? Des significations plus ou moins intrinsèques, mais complexes. Certaines formes d'art, comme certains courants esthétiques et certaines œuvres, sont porteurs de significations évidentes. La salle à la coupole est une image incontestable du ciel et de la terre. Exactement. Moi, c'est mes connaissances, elles sont là. Quand je vais voir les monuments en Suisse, je suis dans ce niveau-là. La salle à coupole est une image incontestable du ciel et de la terre, et la poésie persane classique est généralement d'une inspiration mystique. On passe, bon là je suis plus dans la musique persane, mais la salle coupole, une image contestable du ciel et de la terre. Ça c'est très très simple à savoir. La batterie va bientôt s'arrêter. Oh merde. Ah mais je peux foutre le courant. Bah bien sûr, powerbank for everything. Il est où? Il est pas fini, ce powerbank. Of course not. Come here quickly.
Powerbank. « 36%. Il faut que je finisse. Mais là, ça va plus vite parce que c'est moins complexe. Là, il nous donne sa vision. Il a le droit d'être un peu comme il veut. Donc, je lis plus vite. Okay. Voilà. C'est bon, ça charge. On devrait tenir avec ça. Si j'étais en plus, ça serait encore mieux. Ok. Je l'ai. I take it. La thèse devra être complétée, prolongée dans le cadre de... C'est pas là que j'en étais. Ah voilà, ciel et la terre et la position. Alors que d'autres sont moins clairement symbolistes ou même dépourvus de connotations symboliques. Alors que d'autres sont moins clairement symbolistes ou même dépourvus de connotations symboliques. Comment ça peut être dépourvu de connotations symboliques? Donc, c'est certaines formes d'art. Hein. Donc, certains courants, c'est évident que la poésie passe alors que d'autres sont moins clairement symbolisés ou même dépourvus de connotations symboliques. Bon, là, j'aimerais vraiment des exemples. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on lit ce livre aussi. D'une part, l'art islamique n'est pas uniformément religieux, spirituel et mystique. On ne saurait recevoir systématiquement des interprétations de ce type. Et ces manifestations doivent faire l'objet d'une approche différenciée quant à leur sens, leur contexte et leur historicité. Bon, là, tu veux dire ancienneté ou historicité, leur contexte et leur historicité. D'autre part, cet art peut également posséder des degrés et des potentialités herméneutiques de l'ancienne, plus ou moins implicites et codées, herméneutiques. Là, par exemple, quand je dis que dans cette main, on a le chiffre arabe, et dans cette main, on a l'autre chiffre arabe, on a le chiffre 99, 18 plus 81, 99. Ça, c'est de l'herméneutisme. Là, je vous ai donné un exemple clair d'herméneutisme. Avec, par exemple, ici les lignes, ça forme des chiffres arabes. On a le chiffre 81 et 18. Les deux chiffres ensemble, si je les additionne, ça me donne 99. Ça, c'est de l'herméneutisme. Plus ou moins implicite et codé. Et plus ou moins susceptible de transcender leur milieu humain. C'est comme ces chiffres que je vous ai dit. Avec, quand on a les chiffres qui sont là et on a la connaissance de l'humain, de ces chiffres, de ce qu'il a dans sa main. Plus susceptible de transcender leur milieu humain, ça va être ça, cette connaissance, plus la création de Allah, la liaison des deux, de la connaissance, et leur contexte temporaire de création et d'expression. Les degrés des potentiels hypnotiques plus ou moins implicites et codés et plus ou moins susceptibles de transcender leur milieu humain, okay, et leur contexte temporel, okay, de création et d'expression, ok. Donc, ça va plus, c'est un lien avec l'humain et puis la connaissance, puis l'apparition de la connaissance et leur contexte temporel. Aux prémices, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Leur temps temporel de création. Il n'y a plus de temps et d'expression. Il y a arrivé un moment où il n'y a plus de mots. Le décor géométrique, alors à l'origine, au point central, il n'y a plus de mots. Ça va découler de ce point central, tous les mots. Pas tout, hein, ce que je vous parle du matériel aussi, il y a tout qui vient du même endroit. L'expression, le décor géométrique et végétal. Temporel de création et d'expression. Le décor géométrique et végétal, par exemple, est une ambiance de beauté créée pour le plaisir. Mais il peut posséder, de par sa composition, son emplacement, sa fonction et ou son matériau, un rayonnement symbolique capable de refléter des idées d'ordre spirituel, philosophique ou cosmologique. Bien sûr. Capable de refléter des idées d'ordre spirituel, philosophique ou cosmologique. On peut également constater que l'art iranien
est en général plus explicitement ou plus volontiers symboliste que l'art du Proche-Orient et du Maghreb, ou plus volontiers symboliste, notamment grâce aux inscriptions gravées sur les objets et les monuments et aux notations symboliques dues à des poètes, à des chroniqueurs persans. Comme le remarque A.S. Milken Shirvan, la poésie persane conserve un trésor de métaphores et de comparaisons qui en font un monumental dictionnaire grâce auquel il est possible de déchiffrer les arts visuels de l'Iran. J'ai rien à dire contre ça. Je connais pas, j'ai rien à dire là-dessus. Je lui fais confiance. S'il n'est pas possible de connaître précisément les motivations religieuses, mystiques ou philosophiques des artisans, poètes ou musiciens, leurs productions sont néanmoins le miroir ou le témoin d'un cadre de civilisation modelé par une structure et des rythmes symboliques, spirituels et culturels. Oui, le témoin, néanmoins le miroir ou le témoin d'un cadre de civilisation modelé par une structure et des rythmes symboliques, spirituels et culturels. Tout ça, la religion, c'est le point central de toujours ces formes d'expression. Ainsi, les productions artistiques et les orientations esthétiques que l'on envisagera ici le seront essentiellement à travers l'environnement mental, religieux, philosophique et mystique de l'islam. La diversité des arts de l'islam dans l'espace et dans le temps interdit certes de dégager une signification uniforme et invariable. Là, non, je suis pas d'accord. La diversité des arts de l'islam, il y en a plusieurs, dans l'espace et dans le temps, interdit certes, lui il dit certes, de dégager une signification uniforme et invariable. Encore une fois, il dit certes au point central. Toutefois, la permanence de plusieurs formes, calligraphie, décor non figuratif, c'est-à-dire son personnage, procédé de composition ornementale, jardin, etc., autorise des interprétations générales en procédé de composition ornementale. Procédé de composition, c'est-à-dire une suite logique de formes, procédé de composition ornementale. Voilà. Des façons mathématiques. Ici. Bien sûr, les mathématiques, elles vont rentrer à un moment donné. De compensation ornementale, jardin. Voilà. Donc, on met cette composition, ça va faire de l'esthétisme. Autorise des interprétations générales. Il y a de toute façon une interprétation générale, et laisse apparaître en filigrane de la pluralité des cultures musulmanes une cohérence signifiante. En tous les cas, replacer l'art islamique dans l'horizon plus vaste du symbolisme, et des registres herméneutiques fondés ou développés par l'islam, permet au moins, jusqu'à un certain point, de rendre compte des potentialités dans le sens et de vie de cet art. De rendre compte des potentialités de sens et de vie de cet art. Là, ça a l'air vraiment bon. Et dans tous les cas, replacer l'art islamique dans l'horizon plus vaste du symbolisme et des registres herméneutiques fondés ou développés par l'islam, permet au moins, jusqu'à un certain point, ça m'a l'air bon. L'enjeu de cette étude est donc d'approcher l'art islamique dans le double miroir, la démarche scientifique et des perspectives religieuses, intellectuelles et spirituelles de l'islam qu'il nous est possible de connaître et de comprendre. Il n'est pas, selon lui, ses capacités, mais il va quand même, bien entendu, se renseigner auprès d'autres. Il n'est pas nécessaire d'être musulman pour étudier les arts de l'islam. Là, ça va commencer à être un peu plus dur,
On va dire, si tu n'es pas musulman, tu n'as pas pratiqué, donc ça va vraiment être très 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 dur, mais tu vas pouvoir connaître les secrets qu'on va pouvoir te donner. Il n'est pas nécessaire d'être musulman pour étudier les arts de l'islam, mais connaître des musulmans en tout cas, mais une relative immersion dans leur pensée, dans le pensée, ok, et le vécu musulman. Donc lui, il va faire comme l'acteur qui va rentrer dans le corps d'un musulman, mais il va avoir avec son cœur à lui, me paraît indispensable à la saisie de certaines problématiques. Il n'est pas nécessaire d'être musulman pour étudier les arts de l'islam. On a vu que là, pour moi, c'est vraiment un dur travail, mais une relative, qui est impossible au bout. Mais il va pouvoir quand même s'approcher. Hein. Mais une relative immersion dans le pensée, donc là il joue l'acteur, et vécu musulman, me paraît indispensable à la saisie de certaines problématiques. De toute façon, mais bon, ton cœur, bon, ce jeu d'acteur va rien t'amener. En effet, si la méthode scientifique garde sa suprématie dans la description et l'analyse des faits, leur interprétation, en revanche, est plus ou moins tributaire de l'interprète. Bien oui, c'est ce que j'ai dit ça avant. Exactement. Comme le note Jean Duric, il n'est pas guère possible de parler d'art et d'esthétisme en faisant abstraction de son propre point de vue. Ok. La spécificité des sciences humaines, écrit-il, est de poser l'homme à la fois comme sujet et comme objet de ses recherches. Sujet, objet, si bien que l'analyse scientifique implique à divers degrés la subjectivité de l'analyste. Pour rendre compte de quelques dynamiques internes de la perception musulmane, la démarche phénoménologique ou phénomène, employée par des auteurs comme Henri Corbin ou Anne-Marie Schmimel, eux, ils ont utilisé une démarche phénoménologique. J'ai jamais entendu ça. Me semble mieux à même, malgré ses difficultés et parfois ses risques, de livrer une analyse à la fois rigoureuse et pénétrante des réalités islamiques. Rigueur, il va donner des limites. Anne-Marie me semble mieux à même, malgré ses difficultés et parfois ses risques, de livrer une analyse à la fois rigoureuse et pénétrante de ces réalités islamiques. Pour rendre compte, ça c'est sa démarche phénoménologique. Elle va permettre de, malgré ses risques, de livrer une analyse rigoureuse phénoménologique, rigoureuse et pénétrante des réalités islamiques. Phénomène. La démarche phénoménologique. Bon, ça il faudra encore passer, mais bon. Ces auteurs estiment que le phénomène religieux ne peut être réduit à une analyse historique ou sociologique, ouais, et qu'une étude sur l'islam doit également tenir compte de la compréhension intérieure des musulmans, de leur cœur, de leur pratique et de leur intelligence religieuse. Leur intelligence religieuse. Ça c'est quoi une intelligence religieuse? Leur pratique, leur intelligence religieuse. Là, c'est un peu. Ces deux termes, ils s'opposent. Intelligence religieuse. Dans la religion, on n'a pas vraiment d'intelligence. Ça va jaillir de l'intelligence. Leur intelligence religieuse. Les saints vont avoir plus d'intelligence. Et leur intelligence religieuse. Bon. Ok, on passe. Jean Corbin, le principal iranologue français du XXe siècle, c'est-à-dire en 1950, le principal iranologue français du XXe siècle, illustrait sa démarche en notant qu'on ne peut pas réussir un livre sur Platon, par exemple, qu'à la condition d'être platonicien, au moins pendant qu'on l'écrit. Le principe, ça c'est trop fort. Hein. Henri Corbin, le principal Iranien français du XXe, illustrait sa démarche. C'est-à-dire que lui, il est français, puis il va aller apprendre l'iranologue. Illustrait sa démarche en notant qu'on ne peut pas réussir un livre sur Platon. On ne peut pas réussir, par exemple, qu'à la condition d'être platonicien, au, au moins pendant qu'on l'écrit. D'accord. Donc lui, quand il va bien sûr devoir se mettre dans sa place, dans la place des autres, sans réfléchir
si son avis personnel. Il va vraiment essayer de se mettre dans le personnage. C'est comme Platon s'est mis dans son propre personnage. Donc on est Platon, puis on devient le personnage, puis on va réussir le livre. On va donner du sens à ce livre. Maître de conférence, Éric Geoffroy, lui-même un musulman et soufi, n'hésite pas à associer dans sa méthodologie les démarches universitaires et intérieures de ses travaux. Qu'est-ce que c'est ? Sur Platon, maître de Éric Geoffroy, lui-même musulman et soufi, n'hésite pas à associer dans sa méthodologie des démarches universitaires et intérieures. Ses travaux, selon ses propres mots, tentent de confronter doctrine spirituelle, historique et anthropologie. L'anthropomorphisme, histoire, de tenter de confronter doctrine spirituelle, histoire et anthropologie. On peut pas, Dieu, il est un, il n'est pas composé. C'est ce qui me gêne dans ce mot-là, anthropologie, ce mot-là. Alors maintenant, si on l'exprime d'une autre manière, un peu plus imagée, ce mot anthropologie, c'est proprement de confronter doctrine spirituelle, histoire et anthropologie. Ça serait comme je comprends ça, des architectures, des idées de Dieu. Dieu est la source de toute chose, c'est ça que je veux dire. C'est la source de toutes choses, mais nous ne sommes pas Dieu, les choses ne sont pas Dieu, mais Dieu est bien, évidemment, par ses caractéristiques infinies, ses qualifications, c'est infini. Alors ça prend ensuite une apparence avec surtout des sagesses. C'est les noms de Dieu. Les noms de Dieu qui se goupillent, qui s'associent, mais toujours avec un point central qui éclaire. Après, ça donne notre monde. J'ai plus de batterie là. Ah, je suis bon. Ok. On peut terminer. Alors, il faudra voir encore ce qu'il dit par là pour une approche pluridimensionnelle de l'objectivité scientifique. Une approche pluridimensionnelle de l'objectivité scientifique. Bon, alors disons qu'on peut le prendre, mais il faut faire attention. La démarche scientifique repose sur une intelligence mentale et analytique, efficace à son degré. Oui, il y a plusieurs degrés, dont son cadre de définition propre, mais qui, lorsqu'elle se ferme sur l'horizon idéologique contemporain, se coupe souvent de la compréhension d'une sensibilité religieuse et mystique, pourtant nécessaire à la compréhension de certains secteurs et idées de la civilisation musulmane. Pourtant nécessaire à la compréhension de certains secteurs et idées de la civilisation musulmane. Là, on est d'accord. L'Occident, ça va couper. Voilà, se coupe souvent de la compréhension d'une sensibilité. C'est un autre monde. Mais bien entendu que cet autre monde, au point central, ils sont de toute façon réunis. Donc même si on est différent, on est réunis au point central. Mais à ce niveau où on est, nous, l'Occident, ça va fermer à l'Orient. Mais bon, l'Orient, dans sa compréhension. Ensuite, l'Orient n'a pas à donner son avis sur l'Occident. En gros, elle se ferme sur l'idéologie contemporaine, se coupe souvent de la compréhension. Il a envie de comprendre. Moi, ce que je comprends, c'est que cette idéologie
contemporaine occidentale, l'horizon c'est là où l'hémisphère, cette art occidental est qu'une copie avec un changement défini de tout, et pour l'adapter à son histoire, voilà, qui a changé. Ça a beaucoup changé l'Europe, mais pas le monde arabe. Ça fait que ça se bloque. Et puis ça a voulu mettre des idées qui avaient une origine juste. Voilà, donc il y a un monde qui les sépare. La pensée moderne, alors là ils mettent moderne à occidental. La pensée occidentale a en effet été marquée par le positivisme, comme si on n'était pas positif, le rationalisme, on rationalise, ok, l'historicisme. Là encore, bien sûr, il y a la période du prophète pour nous. Après, c'est des périodes qui succèdent, mais il n'y en a vraiment qu'une seule période, c'est la période du prophète. C'est pour ça que historicisme, là, c'est pas vraiment. On va pouvoir avoir des nouvelles terres, de nouvelles contrées. On va pouvoir prendre quand même si on envahit, il va y avoir un rejaillissement de la contrée. Historicisme, le criticisme, on critique, en effet, été marqué par le positivisme, le rationalisme, la critique, là, c'est le monde de pensée occidentale, il a fait de la critique, le criticisme. Là, il faudrait voir exactement ce qu'il veut nous dire. L'évolutionnisme, on a vu qu'il y a de l'évolution, bien sûr, mais il y a toujours le noyau qui est central. Euh, L'évolutionnisme, mais là c'est dans la culture occidentale. Donc l'évolutionnisme, ok, donc là, pour la culture occidentale, je vais bien sûr dire que c'est juste. Lui, il se connaît mieux que moi. L'évolutionnisme, on est d'accord alors, et l'agnosticisme, ça, il faut voir encore exactement la définition, mais ça a toujours une relation avec la religion et le monde qui nous entoure et les liens qu'ils ont entre eux. L'agnosticisme est par une relation particulière au corps, à l'espace, au temps, à l'existence, déterminée aussi bien par des attitudes idéologiques que des attitudes idéologiques, une idéologie à l'amour, une idéologie, des attitudes idéologiques. Ah, mais c'est toujours le truc occidental, ok. Il faut que je me reprenne parce que là on parle plus de l'islam, on parle des choses occidentales. Donc lui, bien sûr, il sait mieux. Encore une fois, j'ai perdu le cours par une relation. J'ai bien compris où on en est maintenant. Là, ça va aller plus vite. Partir au corps, à l'espace, au temps, à l'existence déterminée pas bien par des attitudes idéologiques que par la psychanalyse et la vision désacralisée ou objectiviste qu'ont développé les sciences modernes. On est tous d'accord avec ça. Or, les arts de l'islam témoignent d'une relation au corps, à la vie, au monde et au divin plus ou moins radicalement différente de notre modernité, radicalement différente. Toujours, alors là, il y a un point central. Il y a beaucoup de liens qui sont entre ces deux. De votre modernité, plus ou moins radicalement différente de notre modernité, non, non, c'est la modernité, c'est toi là, donc tu as remplacé modernité par occidentale, la pensée moderne, non, pensée occidentale, de notre Occident, donc, et de notre histoire occidentale, ah ben, il y a tout qui est occidental, où la sensibilité religieuse a du reste répondu à d'autres voies que le vécu musulman, où la sensibilité a du reste répondu à d'autres voies que la vécu musulman. Voilà. Donc toute l'histoire, l'islam, vous l'avez mis à part. Donc vous avez fait un monticule, vous avez fait une, un édifice en y remplaçant les pièces musulmanes par des autres pièces d'autres cultures.
Donc vous avez construit votre science moderne sans l'islam. C'est ce qu'il y a écrit ici. Différence de notre histoire occidentale où la science du reste a d'autres voies que le vécu musulman. Ok. Et ce sens, il n'est pas fortuit que les auteurs les plus réticents à une interprétation philosophique ou mystique de l'art islamique soient généralement ceux qui adoptent un point de vue fortement marqué par une analyse plus ou moins strictement historicisante et pour ainsi dire sans jugement de valeur, rationaliste, plus ou moins radicalement différente de notre modernité et de notre histoire occidentale, où la sensibilité religieuse a du reste répondu à d'autres voies que les vécus musulmans. En ce sens, il n'est pas fortuit que les auteurs les plus réticents à une interprétation philosophique ou mystique de l'art islamique soient généralement ceux qui adoptent un point de vue fortement marqué pour une analyse plus ou moins strictement historisante et pour ainsi dire sans jugement de valeur rationaliste. Inversement, les auteurs universitaires ou non qui ont privilégié un contenu et une approche plus symboliste de l'art islamique ont souvent un lien étroit avec les œuvres ou même les milieux mystiques. Cela est ça c'est tout ça c'est juste. Inversement, les auteurs universitaires ou non, bon, ça c'est dans leur histoire. Ceux qui auront raison, on va dire pour l'instant le plus, ça sera, c'est inversement les auteurs historiques ou non, qui ont privilégié un contenu et une approche plus symboliste de l'art islamique, ont souvent un lien étroit avec les œuvres, ouais, ou même les milieux mystiques. Ouais. Les milieux mystiques, ils ont un lien avec l'art, ont un lien étroit avec les œuvres, donc là, avec l'art, hein. C'est les symbolismes, un lien étroit avec les œuvres ou même les milieux mystiques. Les œuvres ou même les milieux mystiques, bien sûr. Pour faire, c'est là qu'on va avoir des explications. Cela est manifeste dans les travaux de Seyed Hossein Nassafer, professeur d'université rattaché à une confrérie soufie, mais aussi chez Heinrich Schmimmel, dont la rigueur et l'érudition scientifique se conjuguent avec une sensibilité très ouverte au soufisme, due notamment à sa longue fréquentation de la poésie mystique iranienne. Elle a donc une certaine... Par la musique, elle est rentrée, Anne-Marie Schimmel. Elle a réussi à débloquer certaines serrures de la compréhension. Ce clivage intellectuel rappelle en tous les cas que les sciences humaines ne sauraient faire abstraction des contenus humains de leurs acteurs et que la présentation des arts islamiques dépend étroitement des préoccupations et de la sensibilité du parcours de chaque auteur. Celui qu'il décrit, ok. La question de l'approche des arts islamiques s'inscrit également dans le débat plus vaste de la vision orientaliste et occidentale de l'islam. Au XXe siècle, certains intellectuels arabes comme Al-Tibawi, Abdelmalek ou Al-Mahacher ont souvent à juste titre reproché aux orientalistes occidentaux un manque d'affinité et de sympathie avec le monde musulman. Tout à fait d'accord. Quand on connaît, on voit comment ils interprètent et on voit que ton cœur il n'est pas assez ouvert. C'est aussi la thèse célèbre que par endroits excessif, Edward Said, selon lequel l'orientalisme s'est fondé sur plusieurs préjugés qui ont pu justifier l'impérialisme colonial de l'Occident. C'est quoi cet impérialisme colonial de l'Occident? C'est ainsi que la thèse célèbre, mais par endroits excessifs, d'Edward Said, ok, excessif, j'ai bien l'impression, selon lequel l'orientalisme s'est fondé sur plusieurs préjugés qui ont pu justifier l'impérialisme colonial de l'Occident. Mais ça, c'est... Tu me parles de... Ouais, donc il y aurait eu comme... ça aurait sali les lunettes. C'est fondé sur préjugés, c'est ce qui aurait sali les lunettes, les préjugés, et
qui ont pu justifier l'impérialisme colonial de l'Occident. Bon, ok, je peux bien te croire. Les orientalistes auraient construit l'idée d'un Occident rationnel, supérieur, humaniste, développé, performant. On l'opposait à un Orient barbare, inférieur, sous-développé, inconscient de lui-même, figé et dangereux. Bon, on est d'accord. Dans le même domaine des arts, Asmeli Kanchermini a relevé à plusieurs reprises l'emprise d'une vision matérialiste, fonctionnaliste et ethnocentriste sur l'étude des arts islamiques. Ok, pour l'instant c'est bon. Je crois que là on va arriver, on va être d'accord jusqu'au bout, parce que sinon les musulmans ne vont pas lire ce livre. Alors il faut de toute façon remettre un peu les choses à leur place. 12% c'est bon. Il faut que de nouveau que je m'arrête, j'aille aux toilettes. Je vais mettre un petit, peut-être un peu plus. C'était assez simple ce passage maintenant là. C'était assez simple ça. On peut retrouver, on peut aller enterrer la hache de guerre. Bon, ben ça bien sûr, bon, l'histoire de l'art a été fondée en Occident par et pour des Occidentaux et a employé des méthodes d'analyse et des critères de jugement dérivés d'une mentalité et d'idéologie. Mon micro, je pense qu'il faut toujours garder la même distance à peu près, parce que ça va faire des va-et-vient de hauteur de volume. Je regarderai ça comme on voit après. Là, j'arrive à lire. J'arrive à lire juste. Est employé des méthodes d'analyse des critères développés d'une mentalité et d'idéologie propre à l'évolution européenne, l'esthétisme, le positivisme, l'historicisme et l'individualisme, le matérialisme, l'utilitarisme, etc. Autant de courants de pensée qui ont modelé durablement et profondément des schémas d'approche et d'interprétation de l'art, aussi bien occidental qu'oriental, de tous les arts du monde, quoi. Donc, en gros, l'art islamique a été jugé parfois inconsciemment à travers des critères et des a priori occidentaux. Ok, bon, là, il a tout d'un coup, lui-même, il est dans cette approche-là, mais il le critique là. C'est ça qui est assez fort. Avec la fin de son introduction. Il critique ce que lui-même fait. A été jugé parfois inconsciemment traduit. On se réfère à un art occidental fondé sur la figurisation des beaux-arts, le génie individuel. Mais oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que les figures, c'est plus profond que le génie individuel, c'est plus profond. On va se rapprocher du point central. Donc, se référant à un art occidental fondé sur la faiblesse, c'est pas ça que moi je te reproche, que tu fais comme les occidentaux. Le génie individuel et la nouveauté, on a reproché aux arts musulmans leur manque d'originalité. Ouais, ça, mais ouais, ça c'est vraiment occidental. C'est dans c'est-à-dire ça se refait sans arrêt. C'est pas, on va pas dire rébarbatif. Le- les, ça se répète, la répétition. On a reproché aux arts musulmans leur manque d'originalité. C'est normal parce que dans les arts musulmans, il y a la répétition et leur répétitivité. Ben voilà. Alors, si tu me refuses ce qu'on aime le mieux dans l'islam, c'est sûr, ça va pas aller. Mais là, c'est toujours pas ça qu'on veut, que je te reproche à toi. La relative impersonnalité des auteurs, de leurs auteurs, c'est parce qu'on est au point central et l'auteur il disparaît. Le rôle secondaire dévolu aux représentations figurines et le caractère décoratif des esthétiques considérés comme une manifestation mineure de l'art. Ok. L'ethnocentrisme a également projeté sur l'art islamique les idéaux d'un Orient rêvé à l'image du romantisme prêt au Maghreb et au Proche-Orient par les peintures orientalistes du 19e siècle. Ça, on va toujours te dire, c'est bien sûr correct. Les études d'histoire de l'art ont également tendu à brouiller les pistes d'une compréhension spécifique de l'art islamique. Les études d'histoire de l'art ont également tendu à brouiller, qu'on comprenne plus vraiment l'art géométrique, à brouiller non, les pistes, c'est plus d'une compréhension spécifique, bien claire de l'art islamique, on cherche le point central où tout émane,
ce qui forme notre monde, c'est comme un, un hologramme solide. En comparant le décor géométrique islamique aux œuvres d'un Mondrian ou la tendance musulmane à l'abstraction, à l'esthétique d'un Picasso ou d'un Kandinsky, c'est vrai que ça n'a aucun rapport du tout. On a volontiers ignoré ce qui séparait les contextes culturels musulmans de la modernité occidentale. Modernité occidentale, c'est deux fois la même chose. Occident occidental. Et si des études comparatives entre les arts occidentaux et orientaux peuvent se justifier, okay, du moins, de toute façon, il y aura un lien entre toutes les arts. Hein. De toute façon, si des études comparatives entre les arts occidentaux et orientaux peuvent se justifier, du moins ne faut-il pas perdre de vue l'identité constitutive des civilisations avec ses frontières et sa vitalité propre. C'est un nouveau message ou bien c'est le message du prophète d'avant qui doit être remis au goût du jour parce que les gens, au fur et à mesure du temps, les humains, ils trafiquent la vérité. Si des études comparatives entre les arts occidentaux et orientaux peuvent se justifier, de toute façon il y aura des points communs, du moins ne faut-il pas perdre de vue l'identité constitutive des civilisations, ça c'est donc le prophète, l'identité constitutive des civilisations, même si tu as une nouvelle civilisation, c'est que tu as un nouveau message, c'est une nouvelle charte, un nouveau livre, l'identité constitutive des civilisations avec ses frontières. Alors bon, là, le prophète, il est dans une région et on va comprendre son action par le lieu. Alors ces frontières, les lieux, ça a une importance de toute façon, mais bon, ça et sa vitalité propre. Et sa vitalité propre. C'est pas très important. Au moins, faut-il pas perdre l'identité constitutive des civilisations. C'est ça notre lien qu'on a entre l'Occident et l'Orient. C'est l'idée constitutive des civilisations. Donc, par des prophètes. Et là, on aura à l'Occident le prophète Jésus, et à l'Orient, le prophète Mohammed. Mais ces deux prophètes ont une source de bien. Ce qu'il y a, c'est que l'Occident n'a pas pris la nouvelle charte. Mais Jésus, évidemment que les musulmans l'aiment. D'où l'intention du présent essai de reposer la question des arts islamiques à l'intérieur de certaines réponses intellectuelles et spirituelles données par l'islam. Okay. Alors lui, il a été chercher des informations, certaines réponses intellectuelles et spirituelles données par l'islam. Donc lui, il va chercher des informations chez les musulmans. Et entre les extrêmes d'une vision unilatéralement métaphysique de l'art islamique, oh, c'est fini là. Bon, je finis vite, j'ai plus d'image, j'ai toujours le son. Ok, moi je continue vite à finir ce que j'ai commencé. J'ai fait ça à l'improviste. Et avec les extrêmes d'une vision unilatéralement métaphysique de l'art islamique et d'une hyper-critique, récusant tout contenu symbolique. On récuse, on ne veut pas qu'il y ait du symbolisme dans cet art. On aimerait illustrer ici une voie du milieu et une démarche, pour ainsi dire, polyphonique. Plusieurs sons de cloche, polyphoniques. De cet entrecroisement des perspectives et des thématiques. Donc les perspectives, ces visions, et puis ces thèmes, ou les thèmes occidental et oriental, je pense que c'est le plan même de l'ouvrage voudrait en rendre compte. De cet entrecroisement, c'est l'entrecroisement de quoi? Récusant tout autre symbolisme. Ah ouais, il y a ceux qui disent qu'il y a complètement du symbolisme ou qu'il n'y a pas du tout de symbolisme. Lui, dans son essai, son livre,
de cet entrecroisement des perspectives, là on parle que de l'islam et des thématiques, le plan même de l'ouvrage voudrait en rendre compte. Ok. Maintenant on parle plus que d'islam. Dans une première partie, il sera question des conceptions musulmanes relatives aux symboles, à la beauté et à l'artisan. On aime la beauté, les artisans on aime, symboles on aime, tout va bien, c'est ce qu'il va chercher là-dedans. Pour l'islam, la création est un univers de symboles dont la beauté reflète la perfection de son créateur. Ok. Pour l'islam, la création est un univers, c'est-à-dire faire de l'art, la création pour un homme est un univers de symboles dont la beauté reflète la perfection de son créateur. D'accord. Nous verrons ensuite que la pratique artisanale et artistique a souvent été associée à une vision symboliste du monde et à une démarche spirituelle. Nous verrons ensuite que la pratique artisanale artistique a souvent été associée à une vision symboliste du monde et à une démarche spirituelle. Tout à fait d'accord. Une seconde partie évoquera les conceptions métaphysiques et cosmologiques de l'islam et des formes géométriques, architecturales et esthétiques qui ont pu les traduire de manière plus ou moins explicite. Ça traduit quoi? Une seconde partie évoquera les conceptions métaphysiques et cosmologiques de l'islam, la conception métaphysique, donc euh, c'est-à-dire on va faire abstraction de Dieu, puis on va pouvoir donner quand même des explications, ça c'est et qui sont pas fausses, c'est la métaphysique de l'art islamique, une vision unilatéralement métaphysique. Ça sera pas possible que ce soit littéralement métaphysique. Il y a toujours un point central. L'art islamique est d'une hypercritique récusant tout contenu symbolique. Ok, il trouve le juste milieu. Pour l'islam, la création est un univers de symboles dont la beauté reflète la perfection de son créateur. Nous verrons ensuite que la pratique artisanale et artistique a souvent été associée à une vision symboliste du monde, à une démarche spirituelle. Une seconde partie évoquera les conceptions métaphysiques et cosmologiques de l'islam et les formes géométriques, architecturales. C'est aussi les formes géométriques, la cosmologie, les formes géométriques, les conceptions métaphysiques et cosmologiques de l'islam et les formes géométriques, architecture et esthétique qui ont pu les traduire de manière plus ou moins explicite. Ouais. On va retrouver à l'intérieur des conceptions l'univers, voilà. Dans l'homme, en créant ses buildings, ses constructions, il va y intégrer le, le, une, une façon que le monde physique a de fonctionner. On va mettre tout en place pour faire de la beauté. Ça vient du cœur. Et ensuite, ça se reproduit dans l'espace, avec des objets, par exemple, qui ont pu les traduire de manière plus explicite. Certaines figures géométriques, le cercle, soleil, croix, peuvent en effet symboliser, de toute façon ça serait des symbolismes, hein. Le cercle, c'est la forme la plus simple. C'est même pas une forme, c'est le conteneur de la forme. Le cercle, c'est le conteneur de la forme. Le soleil, tout ça éclaire. Évidemment que le soleil, il va devoir être un cercle, puisque c'est lui qui éclaire. Le cercle, il va être le lien entre le tout et le rien. Le cercle, on peut faire toutes les formes les plus complexes dans un cercle. La plus fournie des formes, elle va tendre à ressembler à un cercle. Plus vous allez ajouter des côtés dans le cercle, il faudra que je fasse des dessins de ça, plus vous aurez de formes. Et l'unanimité des formes, c'est le cercle. C'est lui qui se retrouve à un moment donné, un déclic, c'est comme le temps. La forme redevient cercle. Mais ça,
il faudrait l'observer. Mais la forme la plus complexe redevient un cercle. Peuvent en effet symboliser l'expansion et la structure de l'univers. Les salles à coupole évoquent le ciel et la terre, alors que plusieurs principes esthétiques de l'art islamique sont fondés sur le rapport de l'un et du multiple, bien sûr, puisque le multiple, c'est le reflet de l'un, selon différents agencements, susceptibles d'exprimer la relation entre l'unité divine et la complexité de la créature. Très bien. Elle est complexe parce qu'elle cherche à se cacher. Alors, elle doit avoir une explication de cette complexité. Et c'est là où ça se rejoint. La complexité qui tend à s'éloigner de l'un, mais avec l'explication de cette complexité, on rejoint le un. Donc un monument, une construction, on doit pouvoir l'expliquer. C'est l'explication plus 1, on va se retrouver plus au point central. Une troisième partie s'intéressera au phénomène coranique, à la base de l'islam, en effet, et à l'art qu'il a fondé, la calligraphie, ok, avec la symbolique du livre et de l'écriture qu'elle sous-entend. En connexion avec l'idée de parole divine fondatrice du monde et du livre saint, on évoquera deux arts qui participent à la puissance du verbe, la poésie et la musique. Le verbe avec la musique, ça va pas bien ensemble. Donc là, il fallait mettre chanson. On évoquera deux arts qui participent à la puissance du verbe, la poésie et la chanson. Là, il faudra plus d'explications. La quatrième partie sera consacrée à la place de l'homme et de la nature dans l'art. On relèvera d'abord quelques traits saillants de l'homme musulman, serviteur de Dieu et calife de la création. Calife de la création. De la symbolique de la féminité. Alors là, ça va vraiment m'intéresser, la symbolique de la féminité, et du rapport homme-femme. Là, je vois pas trop dans l'art qu'est-ce qu'il y aura à y avoir comme lien. L'homme et la femme, ça doit former qu'un. C'est pour retrouver le un. Si tu veux, l'homme, il va trouver son explication chez la femme, elle va trouver son explication chez l'homme. Sa forme, avec son explication, on va retrouver l'un. C'est tout est mélangé. On examinera ensuite successivement la place de l'image figurative dans la conception musulmane, puis les significations des jardins et des animaux dans l'architecture. Donc quand on aura des personnages dans l'islam, susceptibles la place de l'image figurative dans la conception musulmane. Donc on va concevoir des choses par rapport à des images de personnages. Une cinquième partie dégagera les éléments généraux d'une symbolique de l'architecture, les éléments généraux de l'architecture. On étudiera en introduction la signification de l'espace propre à l'islam, principalement régi par l'orientation vers la Mecque, très juste, ok. Ça c'est vraiment les gros points, il a tout à fait raison. Louper ça, c'est vraiment tout louper. Donc même on devrait commencer le livre par la cinquième partie, selon moi. On envisagera ensuite quelques formes architecturales majeures, témoignant explicitement d'une image de l'homme, de la communauté musulmane, de l'univers et de Dieu. La ville, la mosquée, le palais, le mausolée. On envisagera ensuite quelques formes architecturales majeures. Tout ça, c'est savoir, pour moi, au début. C'est les grosses choses qu'après, on va aller plus dans les détails. On dirait que tu fais les détails et ensuite tu vas dans les grosses choses. Alors bon, on pourrait commencer par la cinquième partie. Une sixième partie tentera de mettre en évidence les éléments primordiaux d'un symbolisme ornemental, pour faire joli, donc ornement, le matériau, la lumière, les couleurs, la géométrie, le rapport du visible et de l'invisible, le tissage et enfin le sens, la magie, pourquoi magie, et la vie prêtée aux objets, la magie prêtée aux objets. Ça, il n'y aura pas de magie. Et on va retrouver des explications, des beautés de l'amour. Cette magie que tu parles là, en fait, c'est des beautés de l'amour. Et enfin, le sens, bien sûr, il faut que tout ait un sens, rien n'est par hasard. La magie, non. Et la vie prêtée aux objets, la vie prêtée
aux objets. On va derrière un objet, il y aura bien entendu la miséricorde de Dieu, le miséricordieux. Donc la vie prêtée aux objets, c'est dans ce sens que je mettrai la vie. Il reflète la perfection de Dieu. Voilà. On cherche toujours à aller vers l'origine, le point central. Forme en effet un vocabulaire esthétique diversement chargé de signification. Il y a un vocabulaire, oui, qui va avec une compréhension. Une cinquième et dernière partie envisagera les arts de l'islam dans leur dimension dynamique et rythmique, en quoi les formes décoratives, l'architecture ou certaines manifestations culturelles reflètent-elles la respiration divine et à l'origine de l'univers, la danse des mondes, le temps symbolique de l'astrologie, le temps symbolique de l'astrologie, le voyage de l'existence et le retour de l'homme vers Dieu, donc le voyage de l'existence qui n'a pas besoin de se déplacer, on fait le voyage où on est, sur place, le temps symbolique de l'astrologie. Ça, c'est bien entendu que les cieux ont une répercussion sur les événements qui sont ici, mais personne ne peut lire l'avenir. Attention, attention, la science de l'avenir n'a été donnée à aucune créature. La science de prédire l'avenir n'a été donnée à aucune créature. La danse des mondes, c'est bien sûr chacun des astres, ils obéissent à leur Dieu, et l'obéissement à leur Dieu leur implique, par exemple, pour le soleil, qu'on le voit tourner. Ça l'implique. Donc lui, il obéit à Dieu, il tourne. Voilà. J'ai fini l'introduction. On verra la première partie la prochaine fois. Merci.